Saviez-vous qu'en 2023, la chasse a rassemblé près d'1 million de chasseurs en France, faisant de cette pratique le troisième loisir préféré des Français? Cette activité a traversé les siècles et se place de nos jours comme un héritage culturel et un moyen de connexion avec la nature. Et pourtant, selon un sondage de l'IFOP, 55% des Français se disaient hostiles à la chasse. Mais en plus d'être un loisir grandement débattu, la chasse aurait une utilité tout autre. La régulation des espèces animales dans un souci de conservation de la biodiversité. Auparavant nommée espèce nuisible, depuis 2016, on parle d'ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Les ésodes sont répartis en 3 catégories, les espèces non indigènes, les espèces indigènes et une liste complémentaire au second groupe concernant seulement 3 espèces. À présent, il est important de comprendre que la chasse régulatrice se différencie de la chasse de loisirs par son sens strict de destruction des ésodes dans un souci de régulation. À ce sujet, la FRB a réalisé une synthèse révélant que 66% des études indiquaient comme motif de destruction des ésodes la conservation des espèces en réduisant les prédateurs qui menacent leur survie, et 34% comme motif la gestion des stocks synégétiques. Si on regarde de plus près les 3 catégories d'ésodes, elles semblent être basées sur des critères humains, rendant cette notion anthropocentrée pour certains. En s'attardant sur ceux de la première catégorie, on se rend compte que la grande majorité des animaux non indigènes n'auraient jamais proliféré sans l'intervention humaine. Au niveau de la seconde catégorie, certaines espèces sont impossibles à réguler. Quant aux espèces de la dernière catégorie, il s'avère que l'abondance des populations est maintenue par les humains eux-mêmes. Ce sont des animaux dont on décrète comme ça, qui sont nuisibles, sous absolument aucun argument prouvé, scientifique. Donc on va prendre le renard par exemple. Le renard n'est absolument pas nuisible. Au contraire, il est même très très utile pour les hommes, pour les humains, parce que ça évite que les champs soient envahis par les mulots. Ajoutez à cela, 70% des études sur l'efficacité de la chasse régulatrice montrent que les destructions des ésodes n'ont pas d'effet significatif sur la réduction de la prédation sur la faune. Toutes ces espèces, elles sont absolument indispensables au fonctionnement de la nature. C'est la chaîne de la vie jusqu'au prédateur. Vous cassez ça, vous avez des problèmes. Vous avez plein de problèmes. Tout ceci interroge alors la justification de l'élimination de ces espèces et pose une question. Les animaux étant des agents de la biodiversité, ces critères humains pour définir ce qui est nuisible pour la faune sauvage sont-ils vraiment fondés? Il y a des gens en riant qui disent « pour sauver la nature, ne faites rien ». Il faut essayer juste de la protéger, mais d'intervenir le moins possible. Elle a une force de résilience extraordinaire et que dès que vous laissez un peu la nature tranquille, pouf, tout repart. Tout repart, les végétaux repoussent, les animaux reviennent, etc. Certains ont cherché des alternatives plus éthiques à la chasse pour maintenir le bon équilibre de la biodiversité. Par exemple, la vaccination serait un moyen plus efficace que la destruction d'espèces vectrices pour éviter la transmission des maladies. Pour répondre au problème d'abondance des espèces proies, certains proposent la réintroduction des prédateurs naturels. C'est un sujet particulièrement d'actualité avec le retour du loup en France. Les pertes par maladie, je crois que c'est 2% du troupeau. Les pertes par prédation, c'est 0,6%. Donc sur les 0,6%, on compte qu'il y a à peu près 0,2% qui sont imputables au loup. Mais peut-être que la méthode la plus moralement acceptable de toutes serait de laisser les espèces s'auto-réguler. Je ne sais pas si on pourrait arriver concrètement à éliminer totalement la chasse. Mais on n'a jamais essayé. On pourrait au moins essayer de s'en rapprocher. Mais progressivement, on pourrait arriver à bien réguler les populations. Et au bout d'un moment, je pense qu'un équilibre se ferait, ça c'est sûr. Mais il faudrait du temps. Même si on faisait ça, on ne peut pas le faire en un claquement de doigts, ça c'est sûr. Et combien même une régulation était nécessaire, peut-on moralement attribuer aux ésodes la responsabilité des déséquilibres qu'elles causent? Les humains se sont imposés dans un rouage bien huilé, perturbant massivement la biodiversité et le fonctionnement de la nature au sens large, faisant de la régulation une nécessité. Les prédateurs font pas tout non plus, on aura toujours des dégâts. Sinon, il faut stériliser la nature. Si on ne supporte pas le moindre dégât, le mot-clé, c'est quand même cohabitation. L'industrialisation des élevages et l'expansion des zones habitables et agricoles n'ont fait que réduire les espaces sauvages encore et encore, forçant les animaux à partager des ressources et des territoires de plus en plus restreints. La chasse doit-elle être limitée à la régulation des espèces par le biais d'une réglementation plus stricte, même si cela signifie la destruction d'individus? Cette réflexion dépasse la simple pratique de la chasse. Elle questionne notre responsabilité et notre rôle au sein du vivant et de notre avenir à tous. Finalement,
Devons-nous accepter la responsabilité morale de nos erreurs passées et travailler activement à restaurer l'équilibre naturel que nous avons bouleversé? Ou faut-il renoncer à toute intervention humaine et laisser les écosystèmes retrouver un équilibre naturel?